voulu pour vous, comme c'est une journée de formation, faire un voyage avec vous et voir exactement dans la réalité comment les structures de l'État ont été modifiées. C'est plus complexe, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Ce voyage que nous allons faire ensemble va être un voyage dans le temps. Et le voyage dans le temps, je le commence avec le plan que je viens de faire distribuer, en situant André Renard comme l'a situé José Verdun. Ceci n'est en rien quelque correction que ce soit. Du reste, la pensée centrale que j'essaye de mettre graphiquement en lumière, c'est André Renard, fédéralisme et réforme de structure. C'est ce que José a expliqué, c'est ce que vous avez redit tous les deux dans la pensée de Renard. Le fédéralisme apparaît comme le moyen de réaliser au moins en Wallonie les réformes de structure. C'est l'évidence même. Et il y a, comme l'a dit Bismarck, une défiliation dans la pensée syndicale avec des rapports avec entre la FGTB et la CSC. On en a parlé tout à l'heure, et de la CSC avec l'Église catholique. Ce qu'on n'a pas dit clairement, mais ce qui est important par rapport à l'ensemble du mouvement wallon. Et le renardisme est un élément clé qui est apparu en filigrane dans la discussion. C'est une doctrine sur la manière d'être syndicaliste. Et de cette doctrine, je mets en évidence aujourd'hui un élément clé que José a évidemment mis en évidence aussi. Le renardisme, c'est l'indépendance syndicale par rapport aux partis. On fait une pression sur les partis, mais on n'est pas dans les partis. On n'est pas dans les partis, ni par la structure, ce qui jadis était le cas par la filiation collective, comme Verdun l'a dit, mais comme je crois devoir le répéter, ni au niveau des personnes. Et là, il y a une différence, parce que Renard développe ça à Liège, mais des syndicalistes ennuyés n'appliquent pas cette indépendance syndicale, et les syndicalistes flamands, en général, ne l'appliquent pas du tout. Donc, vous voyez comme une première complexité qui apparaît. À cet égard-là, il faut bien mesurer que Renard lui-même est un homme qui, quand il revient, est amené de la captivité en passant par la résistance, comme l'a dit Verdun. Ce n'est pas un militant wallon en tant que tel. C'est de très loin. D'abord, il a une sensibilité wallonne. Incidemment, il est né à Valenciennes. Il n'est pas né il n'a pas été conçu dans une maison du peuple à Seraing, comme André Causse aimait à le dire, à Flémal. Mais ceci dit, il a une conscience wallonne, on va bien le voir, mais ce n'est pas ça qui détermine son action. Par contre, André Renard rejoint un mouvement wallon qui est très antérieur à André Renard, et mon rôle est de vous dire pourquoi et comment les choses se font. Si j'ai donné 3 noms en dessous de FGTB, c'est parce que Dorsmet, flamand, et Louis Major, flamand, sont les 2 grands adversaires de Renard, et qu'Arthur Gailly, qui est le syndicaliste numéro 1 de Charleroi, va être l'allié des 2 flamands pour bloquer l'accession de Renard à la responsabilité principale au sein de la FGTB. Il n'y a donc pas un front wallon comme on a tendance à croire. Il y a des wallons qui ont préféré voter flamand que voter liégeois. Oui, mais la réalité, elle est là. Et elle est complexe. Et elle est là aujourd'hui encore. Vous regardez la presse d'aujourd'hui, de ces années-ci, et vous verrez bien les rapports entre Liège et Charleroi, ça revient périodiquement. Ne croyez pas que c'est dû
un machin saisonnier, c'est beaucoup plus profond que cela, c'est beaucoup plus complexe, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une haine millénaire, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est davantage une rivalité. Ceci dit, nous allons entamer le voyage, on va le faire en 2 étapes. J'ai besoin de vous dire, c'est une précaution oratoire, mais elle est importante, attention aux mots. Quand vous touchez au domaine scientifique, vous croyez que les mots sont définis. C'est vrai dans les sciences dites exactes. Quand vous décrivez un squelette humain, un tibia, c'est un tibia en Argentine, en Chine, au Japon, en Flandre, en Belgique. Si vous parlez en matière de sciences sociales, ce n'est pas le cas. Les termes ne sont pas définis. Il n'y a pas une définition de la démocratie, il n'y a pas une définition du fédéralisme, il n'y a pas une définition de la nation, il n'y a pas une définition du pays, il n'y a pas une définition d'un royaume. C'est si vrai que mes définitions ne sont pas celles de José. José se promène dans la rue, il voit des drapeaux nationaux. Je me promène dans la même rue, je vois des drapeaux belges. José dit, ça se passe au nord du pays, ça ne risque pas de m'arriver. La Belgique n'est pas un pays, c'est un royaume. C'est la seule sûre, pour un juriste, c'est la seule chose certaine. Elle est encore un État, mais même par les définitions juridiques courantes, ça devient complexe à cause de ce qui s'est passé. Mais pour moi, ce n'est sûrement pas un pays. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à penser ça. Le drame, comme va l'expliquer François Porin, Jules, tu as la couverture du titre. J'avais confié tout à Jules pour simplifier. Il va vous montrer le livre de François Porin, La recherche d'une nation introuvable. Et le premier journal qui va souffrir de la crise de la presse en Belgique, il s'appelle La Nation belge. C'est le premier qui disparaît, qui montre qu'il n'a pas un grand nombre de supporters. Donc tout ça est extrêmement complexe. Je vais essayer chaque fois de mettre les points sur les i, mais s'il y a à un moment donné quelque chose qui vous paraît saugrenu, vous me poserez bien entendu la question. Le mouvement wallon, comment l'aborder? D'emblée, et pour gagner du temps, je remonte très loin en arrière et je dis nous sommes liégeois, partons de Liège. Non pas que tout le monde doive partir de Liège, mais pour nous c'est beaucoup plus facile et on a besoin de le faire et de le mentionner pour tout le monde. Liège, c'est d'abord une bourgade, c'est ensuite une ville, et cela devient une principauté qui devient un État européen. Elle a une caractéristique, le prince est en même temps l'évêque, c'est une principauté ecclésiastique. Ça n'a aucun rapport avec ça a des rapports avec la Bavière, c'est pourquoi il y avait un hôpital de ce nom-là, ça n'en a pas avec le mouvement wallon. Liège, quand l'historien Jean Lejeune, qui est prisonnier de guerre et qui a le temps de méditer pendant 5 ans en Poméranie, essaye d'écrire la thèse d'agrégation qu'il veut déposer en rentrant, c'est un homme plein d'espoir, il va lui donner un titre qui en dit long, Liège, la naissance d'une patrie. Comment la principauté s'est faite, comment elle a été une patrie et comment elle reste une patrie. Et il est certain qu'en faisant un point de départ avec la patrie et avec la principauté, je m'offre à une volée de critiques, c'est encore un liégeois qui est un principautaire, et d'autre part, on lui demande de parler de la Wallonie, pourquoi est-ce qu'il parle de Liège?
aujourd'hui, cette année-ci, dans les 40 derniers jours, on a parlé beaucoup du problème des jeunes Belges, je souligne Belges, qui vont faire la guerre sainte, le djihad, en Irak ou en Syrie. Et on s'interroge sur ce phénomène-là, qui n'est pas propre à la Belgique, qui existe en France, qui existe dans d'autres pays. Et on se pose des questions en disant pourquoi est-ce que ça arrive en Belgique? Certains journaux, pas la télévision qui a gardé là-dessus un silence profond, ont bien voulu dire que le problème est beaucoup plus complexe que ça, parce que dans un des décomptes qu'un journaliste aventureux avait fait, il avait trouvé 365 djihadistes en Flandre, un par jour, et 2 en Wallonie. D'autres comptages sont faits, mais tous les comptages donnent le même résultat. On a peine à en trouver 70 ou 80 en Wallonie, tous les autres, c'est la Flandre. Donc, le scientifique qui cherche la réponse à qu'est-ce qui pousse X% de Belges à se déplacer ne trouvera jamais de réponse. Parce qu'il y a 2 questions. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se déplacent? Pourquoi est-ce qu'il y en a si peu en Wallonie? Et pourquoi est-ce qu'il y en a tant en Flandre? Et le bourgmestre de Liège, qui est un de ceux qui donne une explication, parce que le débat est ouvert, il dit parce qu'à Liège, nous avons une identité particulière. Nous avons une histoire particulière, nous avons des traditions particulières. Il a raison. Quand j'ai été bourgmestre avant Willy de Meyer, j'ai rencontré des gens qui voulaient manifester. C'est un des rôles du bourgmestre, notamment des Palestiniens et des pro-israéliens de l'autre côté. Et je n'ai donné l'autorisation qu'en disant la manifestation, bien sûr, c'est garanti par la Constitution, les conditions, c'est moi qui les fixe, vous dites tout ce que vous voulez dans toutes les langues que vous voulez. Et de préférence dans celles que le public ne comprend pas, parce que ça fait moins de problèmes pour le maintien de l'ordre. Mais on ne brûle pas de drapeaux. Parce que brûler des drapeaux, ça laisse des traces. Si vous brûlez des drapeaux, il n'y aura pas de deuxième manifestation. Et tout le monde a accepté qu'on ne brûle pas les drapeaux. Et Willy a une bonne expression, il dit « j'accepte qu'on manifeste à la liégeoise ». Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'arrête ici, je pourrais multiplier les exemples, il y a, on appelle ça une identité liégeoise, une mentalité liégeoise, une tradition liégeoise, il y a un phénomène liégeois à travers les âges. D'où vient-il? Du fait que pendant plus de 1000 ans, nous avons formé un ensemble. Nous avons eu un vouloir vivre collectif auquel bien d'autres sont venus se joindre maintenant. Notre population est vastement différente, mais elle tend à accepter, d'une manière imparfaite sans doute, et d'une manière qui pousse au changement certainement, mais elle s'insère dans une tradition. La tradition flamande est tout autre. Et dans les composantes de la Wallonie, il n'y en a qu'une qui est une tradition aussi forte, celle d'un État qui dure pendant 1000 ans. Ce n'est pas le cas de Charleroi et du Hainaut, ce n'est pas le cas du Brabant wallon, ce n'est pas le cas du Luxembourg, ce n'est pas le cas de Namur. Bien. Donc, il y a des choses différentes et il doit y avoir un amalgame. C'est de là qu'on part, ça joue un rôle dans le mouvement wallon. Vous voyez bien que quand on parle du renardisme, tiens, c'est curieux, c'est à Liège, mais c'est pas à Charleroi. Et dans les différents mouvements et dans les différents
les différentes questions, on retrouve des différences de cet ordre-là. À cet égard-là, une première date fondamentale n'est pas 1789 et la Révolution française que nous connaissons à Liège et que nous imitons. Nous sommes un des rares États en Europe à imiter la Révolution française dans les jours qui suivent. Il n'y en a pas 25 en Europe, vous pouvez chercher. La date clé, c'est 1792, moins souvent cité. Pourquoi? Parce qu'en 1792, le pays de Liège organise une votation et les citoyens de Liège votent et leur immense majorité vote de se donner à la France. C'est un vote libre. En 1792, rien qu'en Europe, pour ne rien dire de la Chine ou de l'Afrique, il n'y a pas beaucoup de citoyens qui votent sur l'avenir de l'État. Donc il y a déjà une tradition, effectivement, à Liège. Et cette tradition, vous en avez une preuve historique quand les délégués liégeois vont apporter le résultat du scrutin en France. Ils sont reçus par le comte de Mirabeau, qui joue un rôle considérable dans la Révolution française, et qui dit aux Liégeois, vous avez des libertés qui sont celles, vous avez depuis des siècles les libertés qui sont celles pour lesquelles nous nous battons. Donc il y a une réalité liégeoise, ce n'est pas une invention, et les témoignages abondent. Deuxième élément, arrive la réponse de la République française naissante. On ne peut pas dire que ce soit ce que voulaient les votants, puisque Liège va être occupé par l'armée française qui va occuper la totalité des Pays-Bas. Et qui va, pour la première fois en ce qui concerne la Wallonie, mettre sous le même pouvoir, le pouvoir de la République, on va appliquer les mêmes lois à Tournai, à Mons, à Charleroi, à Namur, à Huy, à Liège, à Verviers. C'est un premier rassemblement qui est évidemment important. L'Empire va consolider cela et il va se constituer à l'intérieur de la Wallonie un sentiment d'appartenance imparfaite, mais d'appartenance à la France. Dans chaque cas, je ne prends qu'un exemple pour avancer. Nous sommes en 1940. L'armée belge est défaite rapidement, la campagne dure 18 jours. Donc, dans les semaines qui suivent, des régiments qui se sont constitués prisonniers, parce qu'ils avaient un peu l'idée, et on l'encourageait chez eux, que s'ils se rendaient tous ensemble, ils seraient démobilisés. Ils ne sont pas démobilisés tout à fait, ils sont emmenés en Allemagne comme prisonniers, les Wallons, pas les Flamands. Eh bien, il y a ceux qui vont en Allemagne par la voie directe, mais les voies de la guerre sont impénétrables. Il y a un régiment carabinier qui va faire le tour par la Zélande. C'est pas Maastricht, hein, c'est plus loin. Eh bien, à un moment donné, ils sont un peu brimés par les gardes. Je dis brimés, ce n'est pas la terreur, mais ils sont brimés par les gardes. Que fait le régiment de carabiniers belge? Il chante la Marseillaise en Zélande. Et ce n'est pas un Liégeois qui conduit le détachement, c'est un Tournaisien. Donc il ne faut pas croire que c'est une illusion liégeoise. Ce sont des sentiments qui restent forts. Et vous en avez une écume pour le moment, c'est le mouvement qui veut, encore maintenant, le rattachement à la France. Je dis c'est une écume, parce que ça n'a jamais représenté électoralement beaucoup plus d'1,5 ou de 2%, mais ça existe. Pour la démocratie, c'est aussi bien que ça s'exprime et qu'on voit ce que ça représente. Mais il faut faire attention
il y a quelque chose de profond. On va le retrouver quand on parlera de 1945. Voilà la France défaite à Waterloo. Je vous signale que c'est en Wallonie. Et nous voilà placés sous la couronne hollandaise, 1815, le royaume des Pays-Bas. C'est évidemment tout autre chose que la République, mais on ne peut pas dire que ce soit un régime abominable. Toutefois, le roi va vouloir que le flamand soit parlé partout. Ça va suffire, ce sera la cause principale en Wallonie de la Révolution de 1830. Donc la langue, le fait que nous parlions français, le fait que nous soyons latins, ça joue beaucoup, y compris dans la situation actuelle. Voilà Charles Rogier, liégeois, qui va faire un pari, c'est le pari belge. Et il va essayer, dans les contingences du temps, la Belgique, c'est un peu la communauté française de 1830. C'est pas vraiment ce qu'on voulait à l'époque, mais c'est ce qu'on pouvait avoir. Et c'est comme ça que ça se fait. La Flandre a de toute autre raison. La langue, ça lui est relativement égal, quoique les différences à l'époque soient beaucoup plus grandes. Mais le clergé catholique veut se dégager d'un royaume protestant. C'est un autre problème qui joue très peu de choses en Wallonie. On fait donc le pari belge. Et de là va venir une incompréhension mutuelle sur les langues en Belgique. En style télégraphique, le royaume de Belgique est la création d'une classe bourgeoise. La classe bourgeoise est francophone en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre. Conséquence, la langue officielle du royaume est le français. Ça n'arrange pas le peuple flamand. Mais au départ, ça n'arrange pas le peuple wallon non plus, qui parle beaucoup, pour les plus évolués, le français, et qui va dans la suite s'y rallier, mais qui, pour l'essentiel, la grosse masse de la population à l'époque, parle encore le wallon. Mais elle va l'accepter. Il faut donc bien comprendre que la Flandre n'est pas l'Algérie de la Wallonie. Ce ne sont pas des colons wallons qui sont allés occuper la Flandre. Oui, il y a eu des problèmes avec des francophones en Flandre, mais les francophones, c'était des flamands francophones. C'était la bourgeoisie flamande qui voulait exercer sur le peuple flamand la même pression, la langue en plus, que ce que nous faisions en Wallonie. Et, à tort ou à raison, cette bourgeoisie signe un contrat belge qu'on retrouve dans la Constitution. En Belgique, l'emploi des langues est libre. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la révolution pour l'obtenir contre les Hollandais. Donc il est assez naturel qu'ils le fassent inscrire dans la Constitution. Nous passons au stade suivant, et nos régions sont traversées par un mouvement international de première ampleur, c'est la révolution industrielle. Il est commun de dire que la Wallonie va connaître deux grands pôles industriels, le bassin de Liège, le bassin de Charleroi, le bassin du Hainaut, le bassin de Charleroi. On parlera du reste, au point de vue européen, du bassin de la Sambre et de la Meuse. Et à cet égard, notez bien que cette révolution industrielle qui commence dans les années 1860, non, les prémices viennent avant, mais enfin les premiers chemins de fer, etc., ça commence. Cockerill ne vient pas, il n'est pas là pour faire 48 avec nous. Et elle va se développer tellement fort qu'en 1914, le produit, ce qu'on appelle le produit national brut maintenant, de la Wallonie,
c'est-à-dire essentiellement du Hainaut et de Liège, il est dans les 10 premiers produits national bruts européens. Il est sur la taille du produit national brut anglais. Il y a des problèmes fondamentaux qui va jaillir, c'est la comparaison entre ce classement, je vais prendre des termes de Tour de France, la Wallonie est dans le peloton de tête en 1914, et quand en 1960, les nouvelles institutions européennes font le classement des régions, la Wallonie, le produit national brut de la Wallonie, est dans les dernières régions de la communauté assise, au-dessus bien entendu du Mezzogiorno italien et de certaines autres régions, mais il y a eu une chute drastique. Et ça va être tout le problème du redressement économique qui va alimenter, vous devinez bien que nous allons le retrouver, et c'est la raison pour laquelle on va se remettre à l'heure économique quand on arrivera à André Renard. L'exploitation, je l'ai rencontrée il y a quelques semaines quand j'ai trouvé le livre de souvenirs d'Achille Delattre. Achille Delattre est un Hainouillet. On peut me reprocher d'avoir une tendance à mettre en évidence Liège. Achille Delattre commence son très beau livre de mémoire en parlant de son hameau natal, le hameau du Cul-du-Quefaux. Donc, vous voyez que chacun peut trouver quelque part un coin de terre et non pas ramener les choses. Ça, c'est absolument pas mon cas, et encore moins celui de Delattre, mais il y a un point de départ qui n'est pas indifférent. Ce livre m'a interpellé brutalement. Delattre écrit. Il est à l'école, et il se trouve bien à l'école. À ce moment, mes frères et mes sœurs travaillaient de sorte que le budget familial aurait bien supporté quelques années d'école en plus, mais les devoirs du soir, les leçons à apprendre m'excédaient. Je ne fais pas de commentaires. Tout rapport avec les questions actuellement en discussion est purement fortuit. Pour rien au monde, je n'aurais voulu transgresser ces obligations, mais le bruit de la rue, les cris des enfants de mon âge qui travaillaient déjà et dont la journée était finie et qui fréquentaient régulièrement l'école et qui pour cette raison laissaient tomber sans arrière-pensée devoirs et leçons, accrochaient mon attention presque irrésistiblement. Après ma participation favorable au concours cantonal de 1891, je désirais devenir mineur, tandis que mes parents auraient voulu me voir rester à l'école quelque temps encore. Tous mes petits camarades étaient au travail. Pourquoi pas moi? Non, plus d'école, à la fosse, je désire être mineur. Et je descendis à la mine le 26 septembre 1891. J'étais en possession de mon livret de travail depuis 1 mois. J'avais donc 12 ans et 1 mois. Et Delattre dit, la descente avait lieu à 6 heures du soir et la remonte à 6 heures du matin. Le salaire était de 1 franc par jour. L'âge pour l'admission au travail dans les charbonnages était alors fixé à 12 ans. Par la loi, c'était un sensible progrès sur le passé, car auparavant, ça avait été 10 ans et 8 ans. Et il termine en disant, j'ai trouvé un vieux livret de travail dans un dossier du conseil de prud'homme de pâturage, où je lis les détails ci-après. Il lit le carnet de travail qu'il a retrouvé. Non, soyez
comme soyez poli envers votre maître, monsieur l'instituteur. Soyez. Prénom. Julie Isoline. Née le 9 mai 1863. C'est donc la génération avant de Latte. Taille 1,30 m. Première descente au charbonnage numéro 10 de Griseuil, 1er avril 1874, soit à l'âge de 11 ans, moins 5 semaines. Elle avait obtenu une dérogation. Je me sens, comme socialiste, fort solidaire de la jeune Isoline, et je prends ce cas pour ne pas vous infliger une description, mais pour vous rappeler dans le témoignage ce que représente à ce moment l'exploitation ouvrière. Car à ce moment-là, il y a un roi, il y a des ministres, il y a des lois, puisque c'est fixé par la loi. Et la loi trouve naturel de faire descendre des enfants de 12 ans dans les charbonnages. Il y a des ministres, mais il y a aussi des évêques. Et on trouve ça, tout le monde trouve ça très bien, sauf quelques-uns qui précisément vont organiser une révolte qui est la révolution socialiste. Elle va jouer un rôle, mais elle est conçue comme une révolution internationale. Et comme il recherche un grand levier pour essayer, dans l'ensemble des pays industrialisés, d'obtenir une révolution et un changement. Et d'ailleurs, c'est ce grand mouvement socialiste qui est annoncé par Marx et par la première internationale, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. C'est un grand mouvement qui va vivre jusque Jaurès. Et le sentiment que les animateurs ont, c'est que la classe ouvrière va prévaloir sur la nation, sur la patrie. Et la rupture de 1914 et l'assassinat de Jaurès, c'est évidemment l'échec de cette politique-là. C'est la patrie qui va l'emporter sur la classe. Et vous connaissez le résultat. Si vous ne le connaissez pas, lisez les journaux. On a à profusion de détails sur la guerre de 1914-1918. On comprend que ce combat ne les ait pas conduits à s'intéresser fortement aux problèmes wallons en tant que tels. Ils avaient le sentiment que le problème était général et ils essayaient de trouver des solutions au problème général. Et il ne marche pas parce que les évêques ne veulent pas qu'il marche. Je vous ai dit, l'Église catholique joue un rôle. La CSC, en 1902, n'est pas encore ce qu'elle sera plus tard. Donc, j'avance un peu à regret parce que l'évocation était prenante. Il y a donc un autre combat qui est en train de se faire et dont tout le travail va être de le relier au premier. Et pour résumer, je dirais que le problème va se concrétiser. L'exploitation donne un profit et, bien naturellement, l'opposition va venir sur la question de la répartition. La répartition entre les classes, c'est le travail socialiste, 1896, la grande grève du XIXe siècle, le Parti ouvrier belge, le suffrage dit universel mais plural, en 84. Dit universel parce que c'est pour les hommes. Moi, ça m'a toujours interpellé qu'on essaye de m'apprendre à l'école qu'il y avait un suffrage universel mais que les femmes n'étaient pas dedans. Je trouvais ça plein de contradictions. Les événements n'ont pas donné tort. C'est néanmoins un grand progrès puisque 35 députés socialistes sont élus d'un coup à ce moment-là,
sur le suffrage plural et que le colosse du libéralisme frère Orban est renversé à Liège par Célestin d'Amblans. Donc, la lutte est importante. Elle va façonner le mouvement wallon parce que le problème de la répartition va se poser aussi entre régions. Petit à petit, on va voir que toutes les régions ne bénéficient pas de la même façon de la répartition. Et ça va être le travail notamment de Jules d'Estrées, que tu as cité, je ne m'appesantis pas, 1912-1913, lettre de Jules d'Estrées au roi. Quand vous la voyez sur 6 colonnes dans un journal, c'est impressionnant. Sire, il n'y a pas de Belges, il n'y a que des Wallons et des Flamands. Remarquez que d'Estrées dit, il n'y a que des Wallons et des Flamands. Il ne parle pas des Bruxellois. Hein? Il y a là une dialectique qui va commencer à apparaître. Et nous avons la création de l'Assemblée wallonne, et en 1913, chant des Wallons, drapeau wallon, et un slogan qui pour moi résonne encore, Wallons d'abord. Ce n'est pas le premier congrès wallon, il y en a déjà eu un en 1905, ce n'est pas encore le congrès national wallon dont notre ami Verdun a parlé. Nous entrons tout de même dans une phase où il y a un mouvement wallon. Et on peut dire certainement à ce moment-là qu'il y a un peuple wallon. Un peuple, c'est une population qui ait conscience de son appartenance spécifique et qui a des porte-paroles. Assurément, c'est le cas en 1913. Mais la guerre de 1914 coupe le mouvement dans l'œuf, si ce n'est que nous allons avoir, après les premiers mois de guerre et les premiers mois de prisonniers en Allemagne, une première séparation. Les Allemands commencent à séparer déjà en 14-18 les prisonniers wallons et les prisonniers flamands. Plus important, les Allemands vont développer une politique de collaboration avec la Flandre. Elle s'appelle du reste la Flammenpolitik. On n'a pas besoin d'un traducteur pour comprendre de quoi il s'agit. Et elle donne des résultats. Il se crée à Bruxelles un conseil des Flandres. Remarquez le pluriel, des Flandres. Nous n'en sommes pas encore au vocabulaire actuel. Je vous ai dit toute l'importance du vocabulaire. Et c'est le Conseil des Flandres, sous l'occupation allemande, qui va voter pour la première fois l'annexion des Fourons à la Flandre. Contrairement à ce que la population wallonne pense en général. Le retour du roi Albert va balayer tout cela. Les socialistes entrent au gouvernement, l'amélioration sociale va être importante, mais, comme les Anglais en Palestine, il faut aussi donner des gages aux Flamands, et par conséquent, on va commencer la flamandisation. Et, pour prendre un exemple, on va flamandiser rapidement, 1921-1922, l'université de Gand. Je me souviens d'avoir abordé, avec un sentiment très curieux, les discussions familiales sur la flamandisation de l'université de Gand. Pour le jeune que j'étais, on parlait de ça très jeune, il me paraissait assez naturel qu'en Flandre, l'enseignement se fasse en flamand. Vous ne voyez pas ce qu'il y avait de dramatique à cela. En Belgique, l'emploi des langues est libre. Elle n'était pas la seule, puisqu'il y a eu diverses manifestations fortes. Tandis que moi, j'appartenais déjà à un temps où nous avancions vers la sociologie moderne. La rupture du contrat belge vient de là, et par rapport à ton sujet, c'est là
que commence la réforme de l'État. Parce que la flamandisation d'une université, ce n'est pas seulement que l'université va enseigner en flamand, c'est que toutes les structures vont être relayées en flamand. Et on va voir apparaître dans les diagrammes administratifs des inspections flamandes, toute une série de choses, je n'entre pas dans le détail. Il va y avoir, on commence la structuration. On la poursuivra dans la justice et on va, dès lors, d'Estrée revenant de son côté au pouvoir, on va créer en Belgique une académie royale d'histoire et de littérature française. C'est, mon cher Robert, l'ancêtre, à certains égards, le précurseur en tout cas, de la communauté française. Ce sont, aussi curieux que ça puisse paraître, les premières manifestations de la réforme de l'État, timides, mais réelles. Nous continuons à avancer et nous avançons à pas de géant. La crise économique va frapper toute l'Europe et va frapper la Wallonie comme la Flandre. Mais dès 1939, on publie le rapport que Max Drexel, économiste ennuyé, l'Université de Mons, enfin ce n'est pas encore l'Université de Mons à l'époque, c'est la faculté polytechnique, Drexel fait un rapport au premier congrès des socialistes wallons en 1938, car la situation a monté tellement fort que les socialistes wallons ont décidé de se réunir. Ils restent à l'intérieur du parti, mais ils se réunissent séparément. Et ça, ils n'ont pas obtenu ça facilement. Et le rapport Drexel met en accusation deux forces principales. Le capitalisme appauvrit la région et l'État appauvrit la région parce qu'il favorise la Flandre. C'est là que se fait pour la première fois officiellement la jonction entre le mouvement de type culture, langue et le mouvement de type économique et social. Mais de nouveau, c'est balayé par la guerre, mais la guerre va donner évidemment la séparation brutale des prisonniers. Cette fois-ci, c'est dès le début, et les Flamands restent chez eux, les Wallons vont en Allemagne pour 5 ans. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que le roi Léopold a toujours clamé qu'il voulait rester près de ses soldats. Mais c'est un homme qui venait de signer qu'on envoyait les soldats wallons en Allemagne. Il est resté à Laeken, donc il ne voulait pas rester près de ses soldats, il voulait rester près de ses soldats flamands, puisque c'était les seuls qui restaient. Ça me paraît tout de même assez limpide. Ça va peser lourd sur l'étape suivante, qui est précisément le Congrès national wallon de 1945, le premier du genre. C'est le coup de semonce, pour employer l'expression du dramaturge Jean Louvet, qui a fait une pièce assez intéressante, qui reprend la discussion du Congrès. Et le Congrès national wallon se pose la question de l'avenir, ouvertement. Qu'est-ce que la Wallonie doit devenir? Qu'est-ce qu'elle doit vouloir? Ils vont voter, et c'est une assemblée dont tout le monde trouve qu'elle est assez représentative. Et le premier vote, c'est que la Wallonie doit se rattacher à la France. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez comme ça revient en 1945. C'est un machin qui fait évidemment une bombe en Belgique à ce moment-là. Ils n'ont pas la majorité. Donc, le Congrès ne s'est pas prononcé. Les délégués, il n'y a plus de délégués qui veulent le rattachement à la France que ceux qui soutiennent d'autres motions. Mais comme d'habitude, les autres se sont divisés. Il y a une motion, surtout soutenue par les catholiques, qui est grosso modo améliorons les choses et prions. Et il y a deux motions fédéralistes. Les deux motions fédéralistes vont enfin se réunir et très aisément, le Congrès va voter à une écrasante majorité la revendication du fédéralisme. Voilà comment cela se passe. Ça se passe, mais ça veut dire que Jean Rey, qui a été
un des grands orateurs au Congrès, on le comprend, c'est un libéral, grand libéral, de la tradition liégeoise, qui est plus soucieux de la problématique sociale que beaucoup d'autres, et Jean Rey va devenir un ministre important, mais ça ne réglera pas les problèmes de la Wallonie. Et donc nous aurons la crise de 1950, avec ce que notre ami Verdun en a dit, et c'est la première manifestation du fédéralisme en Belgique. Car on organise une consultation populaire. La consultation populaire, vous connaissez les résultats. À une large majorité, la Flandre dit Léopold III doit continuer à régner. Une large majorité, mais il y a des opposants. Et il y a des foyers d'opposants, notamment dans ce que tu as appelé tout à l'heure les bastions socialistes, Gand et Anvers très particulièrement. La Wallonie vote non, avec une majorité très confortable, mais il y a des différences importantes. C'est surtout dans le bassin industriel, le Luxembourg n'est pas de l'avis des autres. Donc je ne nie pas qu'il y a une diversité dans les deux côtés, mais on a un oui en Flandre, on a un non en Wallonie, on a par-dessus le marché un non à Bruxelles. Et là, on en tient compte, ça apparaît dans les résultats de presse. Or, le roi ne régnera pas, à cause de tout ce qui se passe, de l'action d'André Renard, bien entendu, d'une impossibilité politique de régner, mais ça veut dire qu'on ne règne pas dans un État qui est sociologiquement fédéral si on n'a pas l'accord, si on n'a l'accord que d'une région. Ça, c'est très clair. Ce n'est pas écrit dans la Constitution, mais ça s'inscrit dans les faits. C'est une manifestation importante qui ne sera jamais remise en cause d'un sentiment de nature fédérale. Les choses s'accélèrent. André Renard, la grève, nouvelle séparation, la CSC notamment, surtout flamande, ne suit pas, et Renard va se replier sur Liège, créer le mouvement populaire wallon, et il va à l'intérieur de la FGTB créer l'interrégionale wallonne de la FGTB. Les régionales wallonnes de la FGTB vont prendre l'habitude de se réunir seules et de prendre des décisions seules parce qu'elles en ont marre d'être minorisées par les Flamands. Et là, vous avez à l'intérieur d'un des piliers de l'État, pour prendre une terminologie moderne, l'apparition d'une structure fédérale. Et ça va être suivi des faits. Les socialistes, sous l'impulsion de Jean-Joseph Merlot, vont créer le comité permanent des fédérations socialistes wallonnes. Nous sommes en 1965. Le comité permanent et l'interrégionale wallonne de la FGTB, pour gérer la grande grève et l'échec du gouvernement socialiste qui a suivi, va préparer la régionalisation. C'est alors qu'arrive le terme de régionalisation, et c'est au congrès de Verviers, en 1967, que les socialistes vont accoucher d'un projet très élaboré, qui est cette fois-ci celui de l'ensemble des socialistes wallons, car il y en a eu beaucoup d'autres. Dès 1918, Léon Troclet, en 1938, le document que je voulais vous apporter s'est perdu, un projet de Georges Truffaut et de mon père Fernand de Housse. Il y a des projets successifs des socialistes wallons, ils sont intéressants, mais ce n'est pas ça. Ils alimentent le mouvement tout en étant le fruit des travaux précédents. Le gouvernement réagit contre cela à l'époque et aux deux motivations fondamentales de la réforme de l'État, que sont les problèmes de langue et de culture, on ne peut pas les nier, les problèmes économiques et sociaux, on ne peut pas les nier, va s'ajouter un véritable détonateur, mais qui est pour moi
une cause avec un effet presque aussi important que la grève elle-même, c'est le fait que le Premier ministre bruxellois, Van den Boeynants à l'époque, décide de mettre, entre guillemets, au frigo les décisions qui deviennent de plus en plus chaudes sur le destin de l'Université catholique de Louvain. L'Université catholique de Louvain, que nous appelons comme ça en français, est installée à l'époque dans la ville de Louvain, qui est une ville flamande dans la région flamande. Cela déplaît aux Flamands, et la mise au frigo n'arrangera rien, c'est une des rares mises au frigo, comme a dit un humoriste, qui a provoqué tout de suite une explosion. Or, vous devez savoir, pour la chronologie, qu'en 1963, les partis politiques principaux de l'époque, mais à l'époque, c'est presque tout le spectre politique, décident, en 1963, il n'y aura jamais de fédéralisme en Belgique. 2 parlementaires vont voter contre à la Chambre, mon père, qu'on me permet de citer le premier, et Lucien Armeuilly, député de Charleroi. Donc nous ne nous retrouverons pas devant une distribution des cartes dont j'ai souligné qu'elle arrivait parfois. Mais ils sont minoritaires. Ça ne va pas durer longtemps, parce que déjà à ce moment-là, Freddy Théroigne est en train de préparer, dans le cadre de la collaboration comité permanent interrégional, le projet de régionalisation qui va être adopté par le congrès de Verviers en novembre 1967 et qui va devenir la base du projet du gouvernement qui va suivre et qui, de 68 à 70, va réaliser la première réforme de la Constitution. La Constitution reconnaît en 1970 qu'il y a 3 régions en Belgique. Et ça a été très difficile à obtenir, car, comme on l'a dit tout à l'heure, Verdun l'a dit très clairement, les Wallons réclament 3 régions, avec l'aide de certains Bruxellois, le FDF, mais les Flamands n'entendent au début parler que de 2 communautés. Ce qui va conduire à la création que Robert Neuret regrette. On va faire en même temps, on va vouloir faire en même temps la communauté française et la région. On l'a fait en même temps dans la Constitution, mais en même temps, et on l'oublie toujours, et ça n'est pas dans la classification des réformes de l'État, 2 choses se sont produites. Freddy Théroigne fait voter la loi qui porte son nom et qui crée les 2 premières institutions légales créées par la loi de régionalisation et qui sont le Conseil économique wallon et d'autre part la Société de développement régional. Tout ça n'est pas dans la nomenclature des réformes. La Société de développement régional a terminé son œuvre et elle a été absorbée par une institution qui va venir plus tard et qui est la Société régionale d'investissement. Mais le Conseil économique et social, qui est devenu économique et social actuellement, il n'est pas créé ni dans la Constitution ni dans les lois suivantes, il trouve toujours sa place dans la loi Théroigne. Donc si vous vous bornez à regarder les réformes comme on le fait sur le site du gouvernement, vous ne pouvez pas expliquer qu'il existe un Conseil économique et social qui a été créé par la loi. Vous ne pouvez pas expliquer non plus que dès 1961, un phénomène de première ampleur s'est produit qui doit beaucoup à quelqu'un qui était profondément unitariste et profondément antifédéraliste. Parce que la construction d'un mouvement politique, c'est évidemment le fruit des volontés qui se groupent pour le faire aboutir, mais très heureusement, c'est aussi le fruit des erreurs des autres, de temps en temps. Et ça va se passer 2 fois. Et la première fois, c'est le révérend père Armel, onctueux, qui a une allure de prélat,
et qui est un député de première importance du Parti catholique élu à Liège, c'est M. Harmel, devenu ministre de l'Instruction publique pour des problèmes qui ont joué leur rôle, mais que je n'ai pas à reprendre ici, qui va décider qu'il n'y aura plus en Belgique un institut national de radiodiffusion, mais qu'il y aura 2 sociétés d'émissions séparées. Jadis, l'Institut national avait des émissions en flamand et des émissions en français. Ça n'a pas suffi aux Flamands. Ils ont voulu leur propre société. Ils l'ont eu. Et du coup, nous avons eu la nôtre, la radio-télévision belge, qui est devenue depuis la radio-télévision belge de la communauté française, RTBF. Elle est créée avant les autres institutions. Et M. Harmel n'a pas bien vu qu'il allait cimenter ce qui existait préalablement. La presse n'a jamais été bilingue en Belgique. Toute ma vie, j'ai vu des articles dans la presse, j'en vois encore ces temps-ci, disant « Oui au bilinguisme, il faut que les jeunes wallons apprennent le flamand, c'est une nécessité absolue. » Mais les journaux, ils n'impriment pas en flamand parce qu'ils savent bien qu'on ne les achète pas. Mais c'est plus facile de donner des conseils que de les suivre, bien entendu. Et donc, depuis le début de la formation de la Belgique, il y a 2 opinions publiques différentes, puisqu'on lit essentiellement des journaux différents. Mais on peut lire un journal écrit en français, on peut écrire un journal écrit en flamand. C'est plus difficile à la radio parce qu'ils émettent aux mêmes heures, pour des raisons sociologiques. Et par conséquent, la décision de Pierre Harmel va créer irrémédiablement 2 opinions publiques totalement différentes. Et évidemment, la télévision ne va faire qu'aggraver, parfaire cet état de choses. Quant aux institutions officielles, le combat va se livrer. Est-ce qu'on va vraiment arriver à faire la communauté, les communautés et les régions? C'est la déclaration de base du gouvernement. Mais un ministre socialiste important va décider que ce n'est pas nécessaire. Et le 1er avril 1971, Edmond Le Burton, député de Warem, fait décider qu'on va créer les communautés sans les régions et qu'on verra plus tard s'il est toujours utile de créer les régions quand on aura créé les communautés. On va donc créer les communautés. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien fait pour Bruxelles? Non. Parce que non seulement il y a la loi sur la RTBF, il y a la loi Thérouanne, mais il y a la loi sur les agglomérations et les fédérations de communes. Et c'est cette loi-là qui crée l'agglomération bruxelloise, en abrégé l'AGLO, qui va être le précurseur de la région bruxelloise actuelle et qui héritera d'ailleurs des compétences de la région bruxelloise et qui est une institution qui donne lieu à des élections. Et de toutes celles que j'ai citées, c'est la première. Ça veut dire que ça a eu un poids dans l'histoire politique de Belgique. Les gouvernements changent, les préoccupations restent. M. Tindemans il est comme M. De Wever, il ne veut plus travailler avec les socialistes, mais il va trouver quelqu'un, ce n'est pas M. Michel, c'est M. Perrin, et il va faire entrer le Rassemblement wallon. Ce sera beaucoup plus facile de faire entrer François Perrin que de faire entrer le Rassemblement wallon, mais c'est une autre histoire. Et Perrin entre au nom du Rassemblement wallon au gouvernement. Il va accoucher d'une loi qui est une régionalisation préparatoire. Elle arrive, comme elle doit arriver, calmement, et elle est intéressante parce que dans cette régionalisation préparatoire de 74, il va y avoir une césure
au niveau du Conseil des ministres. Et deux institutions se créent. Pour la première fois, il y a un comité ministériel des affaires wallonnes. Bien entendu, c'est toujours au sein du gouvernement. Bien entendu, théoriquement, s'il n'y a pas d'accord au comité, au CMAW, comité ministériel des affaires wallonnes, c'est le Conseil des ministres qui tranche avec les Flamands. Mais quand j'entre au CMAW moi-même en 77, avec 2 ministres PSC, nous maintenons la décision qui avait été prise dès 1974, jamais de recours au gouvernement central. Réglons nos problèmes nous-mêmes. Et de 1974 jusqu'à la fin et la transformation de l'exécutif, il n'y a pas eu de recours d'un minoritaire. On a toujours essayé de régler les problèmes nous-mêmes. Tout ça fait des institutions, et ce sont parfois des morceaux d'institutions. C'est le CMAW que préside Alfred Kalifis, auquel nous devons beaucoup. Parce que, par exemple, c'est lui qui a empêché la signature d'un traité abominable qui voulait que la Wallonie prenne à ses frais l'épurement des eaux usées à l'année. Les Hollandais demandaient que la Meuse soit buvable à l'année. Donc nous avions 2 centrales nucléaires, dont une française qu'on ne contrôlait pas, mais c'était nous qui devions payer l'épuration. Le gouvernement belge trouvait ça très bien, hein? Et c'est Kalifis qui l'a empêché. Si on ne l'avait pas eu, on se serait trouvé dans une situation pénible. C'est au sein du CMAW que va naître le budget wallon. Le CMAW va non seulement, et c'est ça qui est intéressant dans les mécanismes successifs, il ne va pas seulement gérer ensemble les problèmes des 4 ministres qui sont dedans, il va pour la première fois faire un budget des affaires wallonnes. Et c'est de là que va venir le budget de la région wallonne qui se construit. Et c'est une des choses qui a été le mieux faite par le cabinet Kalifis. J'en sais quelque chose puisque j'ai hérité de tout ça par la suite. Et ça ne m'étonne pas que ça ait été bien fait parce que l'attaché de cabinet de Kalifis qui était en charge de la préparation du budget, c'était Philippe Maystadt, qui devint par la suite, on le sait, un grand ministre des Affaires économiques et un président passager du PSC et le responsable d'une institution financière européenne. Et à l'époque, il avait fait de l'excellent travail dont nous avons hérité. André Cols arrive, et je vais terminer. André Cols arrive et va exiger une véritable régionalisation. Et nous sommes avec le drame du plan d'Egmont qui échoue, mais qui rebondit grâce à Freddy Terwine. Nous avons la régionalisation de 1979, qui est la première et qui n'est jamais citée parce qu'elle est dans la loi. Mais par exemple, les responsabilités de la région en matière d'énergie, c'est la loi de 1979. Donc, on a intérêt à la connaître. En 1980, une tripartite va faire une loi définitive sur la régionalisation. Mais la loi définitive, ça veut dire qu'on ne reviendra pas en arrière, mais qu'on va essayer d'aller en avant. Et effectivement, il va encore avoir des modifications constitutionnelles, des modifications légales. Et aux dernières nouvelles, il y a quelque chose comme 45 articles de la Constitution qui ont été modifiés par le gouvernement qui s'en va. Et il y a des mesures extrêmement importantes, et ça c'est Huysmans qui va vous en parler, et je n'ai pas voulu à ce stade entamer des questions comme le financement, etc. Je voulais vous montrer combien la genèse est complexe, mais combien la genèse est profonde. Et depuis longtemps, je suis de ceux qui disent « le mouvement n'est pas terminé ». Au cabinet de Freddy Terwine, je suis un de ceux qui a travaillé à l'écriture du 107 Quater, voté en décembre 1970. En même temps que l'article 59 bis, ils ont changé de numéro tous les deux, mais ça n'a pas d'importance, sur les communautés. Et nous avons laissé le ministre Tindemans préparer ce qui l'intéressait le plus, les communautés. Et nous avons préparé
l'article de la Constitution sur le 107 quater. Et Tindemans a fait un article bien fait, mais extrêmement complexe, où il est numéré avec des points-virgules, des numéros en chiffres romains, etc. Toutes les matières jusqu'aux dernières qui étaient de la compétence nouvelle des communautés. Ça ne nous dérangeait pas, puisque l'article était unique pour la communauté française et pour la communauté flamande. Freddy a accepté une toute autre technique. Nous avons délibérément repris une technique que j'avais beaucoup admirée dans la loi communale 1831. La loi communale qui dit « les communes s'occupent de ce qui est de l'intérêt communal ». Et puis on discute après avec des arrêtés. Et j'ai fait prévaloir au cabinet de Freddy, mais Freddy était tout à fait intéressé, il a vu tout de suite le parti qu'il pouvait en tirer, un texte en apparence neutre, qui pour ceux qui n'aimaient pas les régions avait un grand avantage, on avait l'impression qu'on ne votait pas grand-chose. Et qui pour ceux qui aimaient bien les régions avait un grand avantage, il permettait tout. C'est comme ça qu'on fait les bons compromis. La différence entre un compromis et une compromission, c'est qu'un compromis vous rapproche de votre objectif, une compromission vous en écarte. Ça a été un compromis, mais à l'heure actuelle, le texte est toujours là. Si on veut, demain, fédéraliser la justice, si on veut confier la justice aux communautés, il faut changer la Constitution, avoir une majorité des 2/3 spéciale. Si on veut régionaliser la justice, il faut seulement une loi spéciale, ce n'est pas la même majorité. Donc, nous avons gagné une grande souplesse qui nous a servi beaucoup dans la suite aux négociations, parce que les Flamands devaient obtenir chaque fois des modifications de leur article, tandis que nous n'avons jamais dû modifier l'autre dans une négociation, c'est important. Les choses se sont faites comme cela, complexes. Joseph Merlot, président de la Fédération liégeoise, ancien bourgmestre de Seraing, résistant, prisonnier politique, avait une formule qui n'était pas académique, mais qui disait bien ce qu'elle voulait dire. La Belgique est un pays composite et mal foutu. Quand vous devez traduire ça en droit, c'est complexe, c'est même compliqué. Eh bien, avec beaucoup d'efforts, nous y sommes arrivés. Et nous y sommes arrivés parce que nous pensions que c'était nécessaire. Et nous avons cherché et trouvé les alliés dont nous avions besoin. Et nous les avons trouvés dans tous les milieux. Et nous avons vécu au départ de cet essor formidable que le mouvement populaire wallon et André Renard ont donné à la réalisation des espérances. Et il est tout à fait clair pour quelqu'un comme moi que sans André Renard, nous n'y serions pas arrivés, et certainement pas de la même façon. En disant cela, je dois dire qu'il y a... J'ai souvent professé que la nouvelle constitution belge est un bébé moderne. Elle a plusieurs pères et plusieurs mères, elle s'en trouve bien. Mais tous n'ont pas joué, toutes et toutes n'ont pas joué le même rôle. Et une autre personne qu'André Renard, du côté wallon, a joué un rôle sine qua non. C'est André Cosse. De tous ceux qui ont joué un rôle, petit, grand, c'est lui, qui a décidé à un moment donné que le vote se ferait. Et il n'est pas indifférent que ce soit lui qui ait dit ce que M. De Wever dit maintenant, si vous ne votez pas, il n'y aura plus de Belgique. Attention aux controverses à venir, nous ne sommes plus tout à fait dans un fédéralisme normal. Les réformes dont Bismans va vous parler nous font sortir du fédéralisme. En supprimant le Sénat, on supprime un caractère fédéral fondamental. On est dans un régime hybride et tout indique, sociologiquement, pas encore dans les textes, mais sociologiquement,
tout indique qu'on avance probablement, si on ne va pas ailleurs, vers un confédéralisme. Maintenant, pour moi, les choses deviennent claires. Puis, les dernières mesures, je pense que les choses sont en route et que dès lors, le mouvement wallon est devant une mutation parce que jusque ces années-ci, tout ce que les Wallons ont voulu, c'est conçu à l'intérieur de l'État, à l'intérieur de la Belgique. Quand il y a encore des amis, dont je suis, qui réclament avec virulence que l'enseignement et la culture soient rendus aux régions, c'est à l'intérieur de l'État. Quand il y en a d'autres, notre ami Philippe de Stadt et d'autres, qui disent qu'il faut faire 4 régions, c'est à l'intérieur de l'État. Je pense que ce temps-là est fini. Les Flamands veulent autre chose. Jules, tu as le manifeste de la Warande. C'est un texte fondamental sur lequel je termine. La presse s'en prend tous ces mois-ci à M. Bart de Wever. Il n'est pas mon héros favori, mais ce n'est pas ça qui est important. Mais je n'ai rien trouvé de très nouveau dans ce que Bart de Wever dit. Et ce qu'il a dit, il existe dans le manifeste flamand qui a été adopté par tout le monde, y compris par le patronat flamand. Je note, et je vous fais noter, que dans les grands piliers de l'État, le patronat et le syndicat étaient encore des piliers nationaux. Le patronat flamand ne l'est plus. Et dès lors, le patronat en Belgique ne l'est plus. Nous nous trouvons devant des sociétés nouvelles. Le mouvement wallon doit se poser la même question que les Flamands. Quelle est notre relation directe avec l'Europe? Et ça, c'est l'avenir. Moi, j'en ai terminé avec le voyage. J'ai peut-être fait trop d'escales, mais je voulais vous montrer que sans les différentes escales, on ne comprend pas ni la complexité, ni la genèse, ni la force des réalisations qui se sont faites petit à petit. Comme disait le regretté président Mao Tse-tung, un voyage de 100 000 lieues commence par un seul pas.